Philippe Even, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes médecin, pneumologue, ancien doyen de la faculté de médecine Necker. Vous êtes président de l'Institut Necker et vous venez de publier aux éditions du Cherche Midi la recherche médicale en danger. Alors ça fait des années, enfin vous alertez sur le décrochage français en matière de recherche scientifique. Un mot tout d'abord sur l'actualité de la semaine. On a appris cette semaine que le nombre de candidats pour devenir professeur dans les écoles, que le nombre avait été quasiment divisé par 2. Est-ce que vous diriez que c'est la même alerte qu'au fond la même alerte. D'ailleurs j'en parle dans ce livre à plusieurs reprises pour tous les domaines, les mathématiques et autres. Que voulez-vous? Comment attirer des jeunes vers la recherche ou vers l'enseignement lorsqu'ils ont des conditions de vie et de travail aussi difficiles? Je vous donne un exemple. Le patron de Sanofi, le grand laboratoire français, M. Wibacher, gagne 8 millions d'euros par an. Deuxième patron de l'EPP du CAC 40, on a eu le classement. Certes, voilà. Mais ça représente le salaire des 120 professeurs de la faculté Necker, parmi lesquels il y a au moins 10 ou 15 vedettes internationales du plus haut niveau. Ça représente aussi le salaire de 200 directeurs de recherche. Comment voulez-vous qu'on conserve les grands chercheurs ou les grands enseignants, et même qu'on forme le nombre d'enseignants qui nous est nécessaire dans des conditions d'exercice pareilles? Mais chez Sanofi Saint-Élabo, on fait de la recherche et on attire des grands chercheurs, ou non, on fait de l'application pour faire du commercial? C'est une autre question. Ouais. Néanmoins, je vous réponds brièvement. On ne fait plus de recherche dans les grands laboratoires. On rachète les recherches faites dans les laboratoires publics. Voilà. Donc vous dites, les recherches pour pas très cher. L'argent, elle est chez Sanofi Saint-Élabo, mais la recherche, ça n'est pas là qu'elle se fait. Bien entendu. Ça se fait dans les laboratoires comme celui de Necker, enfin Pasteur, etc., les facultés. Absolument. Où on est très mal payé. On revient d'un mot, parce qu'on avait un petit sujet sur les professeurs. On va entendre une professeure du syndicat FSU qui explique pourquoi dans les lycées, il y a nettement moins, enfin il y a 2 fois moins de candidats qu'auparavant, ce dont on parlait. Elle dit c'est aussi parce qu'on a durci les conditions d'entrée. Enfin c'est ce qu'elle explique. On va écouter. Il faut avoir un niveau master pour pouvoir être enseignant. Donc vous voyez bien qu'on a beaucoup compliqué la tâche des jeunes stagiaires aujourd'hui. Il faut assurer son master, il faut assurer le concours et il faut assurer d'enseigner sans avoir la formation. On marche sur la tête. Je pense qu'ils sont très mal payés et que donc comme ils sont mal payés, la carrière n'attire pas. Alors, mal payé, c'est ce dont on parlait à l'instant. Ça n'est pas le cas à l'étranger. Vous donnez des chiffres, vous dites en France c'est 6 000 euros. Pour le même poste en Allemagne, au Canada, on est plutôt dans les 4 fois plus, voilà. 24 000 euros. Et juste avant qu'on préparait l'émission, là vous me disiez il y a 4-5 minutes, c'est dramatique, tous les Français sont partis aux États-Unis. Pas tous, mais beaucoup des meilleurs. Ceux qui restent pour des raisons familiales, émotionnelles, culturelles, parce qu'ils sont ancrés depuis toujours dans ce milieu français. Mais tous ceux qui ont le courage de traverser l'Atlantique sont consternés de la différence. Il y a de l'argent et il y a aussi de la saine émulation, de la compétition, parce qu'on n'est plus dans une mentalité de fonctionnaire. Alors, décrivez-nous les 2 modèles, en quoi sont-ils différents? Eh bien, écoutez, d'abord, vous l'avez dit, des fonctionnaires. On n'a pas découvert l'Amérique avec les fonctionnaires. Je veux dire que la recherche, c'est une démarche de liberté de penser, de liberté de rechercher. C'est quelque chose qui ne se programme pas, contrairement à ce que croient souvent les instances gouvernementales, qui croient qu'il suffit de définir un objectif et donc de trouver la solution. C'est pas comme ça que ça marche. Les vraies découvertes, c'est toujours des surprises. C'est toujours quelque chose de totalement imprévu. Vous imaginez pas qu'on a découvert les rayons X, la radioactivité, la fusion nucléaire, la fission nucléaire, etc., en disant on va trouver la solution. Non, non, ça marche pas comme ça. Pourquoi les labos américains sont plus disposés ainsi? D'abord, vous dites que ce sont des prix Nobel souvent qui sont à leur tête, alors que chez nous, ce sont des polytechniciens. Vous touchez du doigt la grande différence. Aux États-Unis, les très grands instituts de recherche ont à leur tête des scientifiques de très haut niveau. Non seulement ils ont très bien travaillé eux-mêmes, ils ont produit beaucoup de faits nouveaux, mais ils connaissent la recherche, ils savent dans quelle direction il faut tenter d'aller. Ils savent celle pour lesquels il faut plutôt attendre. Chez nous, le gouvernement met des hommes à sa botte, de second rang, de 3e rang, qui n'ont aucun poids international d'abord, qui n'ont pas non plus de vision sur la recherche, qui ont été nommés par le pouvoir politique et qui pensent que parce qu'ils sont quelque chose, ils sont aussi quelqu'un. C'est pas comme ça que ça marche. Et je me souviens de voyages que j'ai faits aux États-Unis avec des directeurs de nos grands instituts, et me retrouver devant leurs collègues américains dans une situation qui était extrêmement pénible à supporter. Vous disiez à l'instant la différence entre la science qui est établie, qu'on déroule, qu'on apprend, qu'on enseigne, et la recherche, il faut renverser les tables, c'est ça? Il faut être rebelle. Il faut être rebelle, il faut être libre. Il faut être libre. Ouais. Libre de choisir son sujet, de s'y investir. C'est une aventure, la recherche. On peut se casser la figure, mais on ne gagne
qu'en prenant des risques. D'accord. On parle beaucoup, donc, vous l'avez dit, de l'Amérique qui, elle, est dotée pour cet esprit de renverser les tables. Est-ce que la mentalité chinoise, je dis ça parce qu'on parle assez peu, on parle beaucoup de l'économie chinoise, mais on n'a pas de prix Nobel. Enfin, il me semble qu'on parle beaucoup moins de la science chinoise. Oui. Est-ce que la mentalité chinoise c'est renverser les tables, comme vous le dites? La mentalité, je ne peux pas juger, mais le régime politique, l'absence de liberté précisément, la corruption générale qui règne à tous les niveaux, le népotisme, les combinaisons atteignent un degré que, heureusement, nous ne connaissons pas en France. Et malgré l'effort que fait la Chine de formation, d'investissement, de mise à disposition de crédits majeurs pour la recherche, elle avance, évidemment, elle part de rien. Alors au début, on monte assez vite. Elle reste encore très, très, très loin, et je ne suis pas sûr qu'elle s'en sortira jamais avec ce régime politique-là. Ça, ce que vous dites, ça montre que la liberté américaine, de par cette liberté, ça lui sera un atout qui permettra de survivre et de rester leader? La liberté, et la liberté en particulier aux jeunes. Nous sommes dans un pays totalement gérontocratique, où toutes nos structures sont hiérarchisées, il y a un patron, un sous-patron, un sous-sous-patron, etc. Et le jeune chercheur qui réussit à être recruté dans une structure française, il commence par balayer par terre. Alors, et puis, c'est à 30 ans qu'on découvre... Évidemment. J'ai fait cette étude, bon, elle est dans le livre, j'ai fait l'étude des prix Nobel. Tous les prix Nobel, ils ont commencé en moyenne à 32 ans à travailler sur le sujet qui les a nobelisés. Et beaucoup d'entre eux avaient commencé à 25, à 20, à 18 ans même. Le premier d'entre eux, à 18 ans, il avait fait sa grande découverte. C'est l'âge de la créativité, de l'esprit d'aventure, de l'originalité d'esprit, à condition de ne pas avoir été stérilisé, formaté par un enseignement à la Polytechnique qui nous fabrique des gens qui ne connaissent pas un mot à la recherche. Alors c'est vrai qu'on a le culte des polytechniciens en France, mais alors vous dites c'est dramatique parce qu'ils nous pondent des grands projets cocardiers comme ITER. Vous avez cette expression, brûler l'eau de la mer en espérant devenir l'Arabie Saoudite du 21e siècle. Alors là... C'est pas de moi, hein. C'est de Lelouch et de Raffarin. Qui montre que les politiques n'ont aucun discernement, eux aussi ne connaissent rien à ce sujet, et ils croient que les polytechniciens sont des inventeurs. Non, ce sont des gens exceptionnels pour répondre aux questions. Et le problème, c'est qui pose les questions? Pas eux. Ils sont formatés de telle façon qu'ils continuent à appliquer la science établie, félicitée, autour duquel on joue du violon, mais les failles dans cette science, les contradictions, les lacunes, la contestation systématique, qui est la base de la recherche et du progrès, ça, ils ne savent pas. La mort dans l'âme, un très bon chercheur français, vous lui diriez, va à Cornell. Je l'ai fait la semaine dernière. Oh, c'est dramatique. J'ai fait la semaine dernière, il n'y a pas de question. Si vous voulez exister, vous épanouir, vous réaliser, allez là-bas. Parce que les jeunes y ont une place bien plus grande qu'en France, et parce qu'il y a une très grande liberté dans l'exercice quotidien. Et puis les moyens de travail, ils sont sans commune mesure. Philippe Even, on va essayer de terminer en étant positif. Est-ce qu'il n'y a pas un domaine où on est bon? On croit qu'on est bon en mathématiques. Vous savez, il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques, il y a la médaille Fields, là. On la décroche régulièrement. Vous nous donnez les maths au moins, à nous, Français? Oui. Pourquoi? Parce que les mathématiciens sont des hommes libres à l'égard des pouvoirs politiques. Ils n'ont pas besoin d'argent. Oui, on fait de la mathématique avec une tête, un crayon, une feuille de papier. Je caricature à peine. Bon, il faut quelques ordinateurs autour, mais dans l'ensemble, ça coûte rien. Et du coup, ça échappe à l'État. D'ailleurs, le grand institut français, l'Institut des hautes études scientifiques à Bure-sur-Yvette, est une institution privée, pas publique. Eh bien voilà, il nous reste au moins les maths. Mais il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, puisque vous le disiez, c'est l'avenir. Il y a des solutions, et le gouvernement actuel fait quelques efforts, dont certains sont dans la bonne direction. Merci.